Hans Blinks, organise une conférence de presse avec les autorités soviétiques. Let me say that on behalf of the IAEA, we have expressed profound regret at the tragic accident, the loss of lives, and the damage which has been caused. We have now agreed with the Soviet authorities to come to Vienna for a post-accident analysis. Il annonce devant plus de 500 journalistes venus du monde entier la tenue d'une première conférence internationale à Vienne, au cours de laquelle les Soviétiques ont accepté de transmettre toutes leurs données sur la catastrophe. Le résultat le plus important de cette conférence de presse a été que les Russes ont senti qu'ils pouvaient croire à ce qu'on leur disait. Ils avaient l'habitude de gouvernements qui mentaient systématiquement sur tout désastre ou catastrophe. Ils ne pouvaient qu'imaginer le pire. La situation était déjà assez terrible comme ça. Mais pour la première fois, ils pouvaient croire en leurs dirigeants. Ce fut une victoire pour la politique de transparence. Les Soviétiques acceptent de coopérer pleinement avec les Occidentaux. Une première dans l'histoire de l'URSS. Une victoire politique dont Gorbatchev a bien besoin. Car à Tchernobyl, si le feu est stabilisé, le cratère et les tonnes de gravats hautement radioactifs restent exposés aux quatre vents. Il faut de toute urgence recouvrir la structure éventrée et nettoyer toute la zone. Mais pour cela, il va encore falloir des hommes. Beaucoup d'hommes. Добрый вечер, товарищи. 18 jours après la catastrophe, Gorbatchev s'adresse enfin aux Soviétiques. Недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Вся работа, по сути, ведется круглосуточно. Задействованы научные, технические, экономические возможности всей страны. Tout le pays était mobilisé. Pas de formalité bureaucratique. S'il fallait quelque chose, on le prenait. Pas de formalité. Les histoires de coups, on verra après. On se servait directement. C'était une situation de front. Le général Nikolaï Tarakhanov est envoyé en première ligne pour commander les troupes terrestres. En une année, 100 000 soldats et officiers sont passés par Tchernobyl. Tous réservistes. Les soldats étaient convoqués par l'état-major de leur ville et envoyés directement au front, à Tchernobyl. Militaires ou civils, gradés ou simples soldats, tous seront désormais des liquidateurs. Un terme inventé pour la bataille de Tchernobyl. Leur mission, liquider la radioactivité. Сначала ходишь первые дни, прячешься, одеваешь маску, а потом уже забываешь, даже на производстве уже забываешь одевать ее. Уже как дома, чувствуешь себя действительно, привыкаешь здорово. Все улыбаются, все довольны. Водку не продают. Вообще в Москве такой слух был, что на Чернобыль приезжает, водителям каждый день дают 150 грамм этого. Я с женой разговаривал, 150, и рассказываю, говорю, в столовую заходишь 150, выходишь 150. Она, ты хоть закусывай там. Igor Kostin faisait partie des 5 reporters de guerre accrédités par le Kremlin pour suivre la bataille. Une première dans un pays où le secret était la règle. 3 d'entre eux y ont laissé la vie. Il n'y avait pas de titre, pas de ministre, de généraux ou de soldats. Personne ne disait « je suis général, faites ce que je vous dis ». Chacun faisait honnêtement ce qu'il pouvait faire. Et c'est ainsi que la machine baptisée « liquidation de l'accident de Tchernobyl » s'est mise en place. 100 000 militaires, mais aussi 400 000 civils, des ouvriers, des ingénieurs, des infirmiers, des médecins, des scientifiques, venus de toutes les républiques, passent par Tchernobyl.
l'Union soviétique livre sa dernière grande bataille. 500 000 personnes. Les troupes de Tchernobyl étaient plus importantes que les troupes napoléoniennes. Et notre armée a été contaminée. Désert, les hélicoptères déversent des tonnes d'un liquide collant baptisé bourba, lavas, un mélange coagulant qui colle les poussières radioactives au sol. Pendant ce temps, des brigades de liquidateurs sont chargées de nettoyer la zone, de laver maison par maison la couche de poussière radioactive qui recouvre tout. Des brigades spéciales de chasseurs ont été créées. Armées de fusils, ces brigades patrouillaient la campagne, les forêts, et ils tuaient les chiens et les chats. Tous les animaux doivent être abattus, car en passant dans les endroits fortement contaminés, leur pelage s'imprègne de radioactivité et risque de contaminer ensuite les liquidateurs. Les derniers villages encore habités de la zone sont vidés de leurs occupants. Maison par maison, ils sont ensuite détruits et ensevelis. Le soir, les engins, comme les hommes, sont couverts de poussière radioactive. À la douche, on se lavait 5 à 6 fois. On s'entraidait avec un gant de chanvre et un savon le plus rugueux possible. Du savon de l'armée. On se lavait jusqu'à l'épuisement. On enfilait des vêtements neufs. Puis on mangeait. On mangeait très bien là-bas, car pour résister à la radiation ionisante, il faut être très fort. Car la radiation ionisante trouve les endroits les plus faibles de ton corps. Et c'est là qu'elle pénètre en toi et t'abat. Aux abords de la centrale, un chantier pharaonique se met en place. Pas de dimanche, pas de jour de fête, pas de congé. 300 000 mètres cubes de terre contaminée sont raclés à l'aide d'étranges bulldozers, puis ensevelis dans d'immenses fosses que l'on recouvre de béton. Cet endroit autour du 4e bloc, c'est l'endroit où se déroulaient les missions les plus dangereuses de la zone. 8 semaines après l'explosion, les liquidateurs s'attaquent au cœur du problème. Pour neutraliser durablement son poison et l'empêcher de se répandre davantage, il faut isoler l'ensemble du réacteur éventré. Lev Botcharov est un des ingénieurs qui ont conçu la gigantesque structure destinée à recouvrir entièrement le réacteur. Un sarcophage de béton et d'acier de 170 mètres de long pour 66 mètres de haut. C'était un projet unique au monde. Personne n'avait jamais fabriqué une telle structure dans un lieu aussi radioactif. On ne pouvait y travailler que quelques minutes ou quelques secondes d'affilée. Cela ne s'était jamais fait. Le défi est colossal. Comment ériger cette construction monumentale dans un environnement où des hommes ne peuvent travailler que quelques minutes, voire quelques secondes d'affilée? Une situation inédite face à laquelle les liquidateurs vont encore devoir improviser. Une situation qui va encore imposer de nouveaux sacrifices. Au mois d'août,
L'assaut final est lancé. La radioactivité dans ce secteur est telle que seuls des robots télécommandés peuvent être envoyés en première ligne. Mais pour acheminer ces robots sur le chantier, un homme doit les conduire. Il ne peut rester sur place que quelques minutes, sous peine d'être mortellement irradié. À une vingtaine de mètres du gouffre, il stationne le robot et court se réfugier dans le blindé recouvert de plomb qui le suit. Chaque seconde qui passe met un peu plus sa vie en danger. Voici un des engins blindés. Cela paraît primitif, mais on a dû les fabriquer nous-mêmes. On a entièrement tapissé les cabines de plomb pour protéger au mieux nos soldats des radiations. Cela aussi nous a aidés. Toutes les pièces métalliques de la structure sont préalablement usinées, parfois à des centaines de kilomètres de là, puis apportées une à une sur le chantier pour y être assemblées. Un puzzle dément, des poutres de 150 tonnes et de 70 mètres de long, des contreforts de 45 mètres de haut. Ça, c'est la grue d'EMAC 4000. Regardez l'échelle. On ne pouvait pas travailler longtemps sur le chantier. Et on n'avait pas droit à l'erreur. À la moindre imprécision, l'assemblage devenait impossible. Malgré des conditions extrêmes, le chantier progresse. 100 000 mètres cubes de béton sont engloutis par la construction. Mais la découverte d'un nouveau problème oblige à interrompre les opérations. Le toit de la centrale est recouvert de morceaux de graphite hautement contaminés. Это будет примерно 1000. Вот около вот этого колпака примерно 200. Все, пойдемте. На сегодня хватит нам. Выходим, пойдемте. И ты тоже выходи оттуда. Ces morceaux de graphite enveloppaient les barres d'uranium. Ils ont été expulsés du cœur du réacteur au moment de l'explosion. Un seul de ces gravats émet suffisamment de radiation pour tuer un homme en moins d'1 heure. Il est indispensable de les éliminer avant de poursuivre la construction. Там очень большие уровни радиоактивного излучения, поэтому туда подойти крайне тяжело. Ну и зачем туда пускать людей, когда тут может техника сработать? Des robots sont envoyés sur le toit pour pousser ces déchets mortels par-dessus bord. 60 mètres plus bas, d'autres robots les rassemblent et les enfouissent dans des fosses. Mais au bout de quelques jours, la radioactivité ambiante affecte même les robots. Leurs circuits électroniques ne résistent pas. Ils échappent à tout contrôle, puis tombent en panne. L'un d'eux se précipite même au cœur du gouffre. Sur le toit, les robots sont désormais inutilisables. La décision est prise d'envoyer des hommes pour les remplacer. Des soldats russes qui, pour la circonstance, seront baptisés biorobots. Ce bataillon de jeunes recrues se prépare à monter pour la première fois sur le toit du 3e réacteur. Ils ont entre 20 et 30 ans, tous réservistes, appelés au front pour la mission la plus dangereuse et la plus meurtrière de la bataille de Tchernobyl. Aucun humain n'a encore jamais travaillé dans des zones aussi radioactives.
C'est le général Nikolai Tarakhanov qui dirige la manœuvre. Il est l'instigateur de cette opération qu'il a personnellement mise au point, dans ses moindres détails, jusqu'au costume de plomb cousu à la main, que chaque soldat est tenu de se confectionner la veille de l'assaut. Devant, derrière, dans les bottes, ils étaient recouverts de plomb. Un casque, un masque de protection contre les rayons bêta et un tablier spécial. Une protection sur les mains. Une double protection en plomb aussi. L'ensemble de l'uniforme pesait de 26 à 30 kilos. Значит, не по существу. Анализ крови, правильно? Значит, я вам сегодня, товарищи, говорю, мы проводили 2 дня назад эксперимент с научным центром. Офицеры ходили туда вместе со мной. Понятно? Значит, страшного, конечно, ничего там нет. Это ясно. Сегодня состоялось решение и правительственных. Они тоже идут туда же. И многие так, ну некоторые не стремились туда, конечно, ехать. Évidemment, certains n'avaient pas envie d'y aller. Mais en tant que réserviste, on était obligé d'y aller. Pour moi, il n'y avait pas d'hésitation. Je devais y aller pour accomplir mon devoir. Qui serait allé à ma place? Qui aurait liquidé cette catastrophe pour que la radioactivité ne se répande pas partout dans le monde? Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Deux semaines et demie d'enfer. Mais l'enfer ne durait que 2 à 3 minutes pour chaque soldat, voire 40 secondes, quand le niveau était trop élevé. Nous avons bien calculé les temps afin d'épargner le plus de vies possible. Au son de la sirène, une patrouille de 8 soldats accompagnés d'un officier sort sur le toit. Leur mission est simple, remplir aussi rapidement que possible leurs pelles de gravats radioactifs et les projeter hors du toit. D'après les calculs du général Tarakhanov, le taux de radioactivité évalué à 7000 Röntgen/heure ne leur permet pas de rester plus de 45 secondes sur les lieux, le temps de jeter 2 pelletées. Nous étions comme des fourmis. Les uns terminaient leur tâche, les autres prenaient immédiatement la relève. Chacun devait réaliser sa part aussi modeste soit-elle. Et c'est tous ensemble que nous avons combattu la radioactivité. Pendant 10 jours, toutes les 10 minutes, une nouvelle patrouille de biorobots se rend sur le toit. D'après les militaires, 3500 personnes ont participé à ce nettoyage. Certains, comme Igor Kostin et Konstantin Fedotov, sont retournés 5 fois sur le toit. On prenait des morceaux de 1500 Röntgen dans les mains. Après une journée de travail, on avait mal aux mains. On ne pouvait plus serrer les poings. Quand je me suis retrouvé sur le toit pour la première fois, j'ai été frappé par la mystique qu'on pouvait y ressentir. C'était comme sur une autre planète. Tout était recouvert de carburant radioactif. J'avais les mains qui tremblaient.
Je ne savais plus dans quel monde je me trouvais et j'ai commencé à photographier. Si on regarde bien, on voit les traces de la radioactivité sur la pellicule. Ça montait du sol, comme ça. On a mal aux yeux et on a un goût de métal dans la bouche. Voilà les deux choses que l'on sent. Et quand on sent cela, on sait qu'on a dépassé la dose. Là-bas, on ne sentait pas ses dents. On n'avait en bouche que le goût du plomb. Tu faisais ce geste, mais tu n'entendais rien. Le plomb recouvrait tout. Aujourd'hui encore, 20 ans plus tard, j'ai encore ce goût de plomb dans la bouche. Ils sont des milliers à avoir ressenti ce goût si particulier qui trahit l'ennemi invisible. Car pendant que les biorobots se sacrifient sur le toit de la centrale, les travaux de liquidation se poursuivent sur toute la zone des 30 km, 24 heures sur 24 et par tous les temps. Là où en temps normal il faut à un homme 1 heure pour réaliser un travail, ici à Tchernobyl, il fallait 60 personnes. Quand on revenait du toit, on avait l'impression que des vampires nous avaient sucé tout notre sang. On n'avait plus de force, on ne pouvait plus bouger. Il y avait des gens qui saignaient du nez. Les pompiers restaient toujours à côté. Si quelqu'un commençait à saigner du nez, il fallait l'envoyer à l'hôpital. Si on tombait, on nous renvoyait, mais nous, on voulait tenir le coup. Mais à l'époque, on était jeunes, on était forts. Depuis, aïe aïe, on n'a plus de santé, plus rien. Dans mon livret, ils ont inscrit que j'avais reçu 20,5 Röntgen. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ce chiffre était de plusieurs fois inférieur à la dose réelle. Je l'ai vu de mes yeux. Pour son travail sur le toit, chaque soldat reçoit un diplôme militaire de liquidateur et une prime de 100 roubles, l'équivalent d'une centaine d'euros. Спасибо вам за выполненную задачу. Доброго здоровья и благополучия. Награждайтесь грамотой, почетной идеей. Le pire, c'est que le sacrifice de toutes ces vies n'a en fait permis de réduire que de 35% le taux de radioactivité du toit. Награждайтесь почетной грамотой. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и стать достойным офицером войск. Personne ne savait exactement le niveau réel de radiation. On sait maintenant que les radiations étaient de 10 à 12 000 Röntgen par heure. À un tel niveau de radioactivité, il ne fallait pas envoyer des gens. 7 mois après l'explosion, la zone est nettoyée et le sarcophage terminé. 500 000 personnes militaires et civiles ont participé à l'opération. J'ai dit à la commission qu'il fallait à nos soldats, pour avoir affronté de tels taux de radioactivité, pour avoir nettoyé tout ce graphite et avoir accompli tant d'actions héroïques, un geste aussi symbolique que de hisser notre drapeau. L'installation de ce drapeau, c'était comme l'installation du drapeau au-dessus du Reichstag lorsque l'armée rouge a vaincu le fascisme. Pour eux,
Ce drapeau symbolisait leur victoire sur la radioactivité, qu'ils appelaient le mal noir. Chaque équipe de liquidateurs fête à sa manière la fin de ce terrible chantier. Boltcharov et ses hommes inscrivent leur signature sur la dernière pièce métallique qui sera installée au sommet du sarcophage. Notre sarcophage, c'est un panthéon. Une tombe, un mausolée, notre deuxième mausolée. Après ça, nous avons arrêté de construire des centrales nucléaires. Cette grande victoire gardera pour l'URSS un goût amer, car le pays ne s'en relèvera jamais. Cela nous a coûté 18 milliards de roubles. À cette époque, le rouble valait $1. 18 milliards, c'était colossal. Et si l'on considère que peu après, les prix du pétrole se sont effondrés, vous imaginez les difficultés dans lesquelles s'est retrouvé notre pays et le projet de perestroïka. Les premières neiges ne fondent pas sur Tchernobyl. Pour les autorités, c'est la preuve que le sarcophage est étanche, au moins pour 30 ans selon les estimations. Les liquidateurs sont partis. Les réacteurs 1, 2 et 3 sont remis en marche. La première bataille de Tchernobyl s'achève sur une victoire qui va précipiter la fin de l'URSS. Mais pour beaucoup, c'est aussi le début d'une guerre qui, 20 ans plus tard, n'est toujours pas terminée. Ans après, Pripyat est toujours une ville fantôme. Accompagnée d'Igor Kostin, Yulia a souhaité revoir l'appartement où elle avait vécu avec sa famille, jusqu'au jour fatidique de leur évacuation. Contrairement à ce qui leur avait été annoncé, aucun habitant n'a jamais pu revenir vivre dans ces tours désertées. Потрогай стену, раз ты пришла к себе домой. Pour Igor Kostin aussi, cette visite ravive de douloureux souvenirs. Au cours de ces 7 mois passés à couvrir la bataille, il a été gravement irradié. Depuis, il doit être hospitalisé plus de 2 mois par an. Новую энергию в завтрашний день. Родина, как никто был больше, дает энергию человеку. Это твоя родина, твоя земля сейчас впитала всю мощность, что только мы можем быть отсюда. У меня такое ощущение, что я здесь была всю жизнь. Pour les centaines de milliers de réfugiés de l'atome, comme pour les 500 000 vétérans de la bataille de Tchernobyl, le combat contre l'ennemi invisible n'a jamais cessé. Tous ceux qui sont passés par Tchernobyl souffrent encore de la radioactivité qui a pénétré leur organisme. Au cours des mois qui ont suivi la bataille, les hôpitaux de toute l'Union soviétique ont vu affluer les liquidateurs. 20 ans plus tard, ceux qui sont encore en vie fréquentent toujours le service spécialisé de l'hôpital numéro 6. Tous sont victimes de ce que les spécialistes appellent désormais le syndrome de Tchernobyl. Nous sommes tous atteints d'un ensemble de symptômes. Le cœur, l'estomac, le foie, les reins, le système nerveux. Tout notre organisme est perturbé à cause des transformations métaboliques provoquées par la contamination radioactive.
Lorsque ces liquidateurs sont rentrés chez eux, ils étaient épuisés, incapables de reprendre une vie normale. 20 ans plus tard, tous ceux qui ont survécu sont invalides et ne peuvent plus travailler. Mais les autorités ont choisi d'ignorer leur détresse. Les vétérans de la guerre d'Afghanistan restent en vie, alors que nous mourons tous à petit feu. J'ai écrit un poème à ce sujet. La tristesse m'envahit, nostalgie et angoisse, comme une balle tirée dans la tempe, que plus rien ne peut arrêter. Et en cachette, la mère prie Dieu pour que son fils ne meure pas. Ces hommes n'avaient pas 30 ans lorsqu'on les a envoyés affronter l'atome. Aujourd'hui, âgés de moins de 50 ans, ils s'accrochent à la vie comme des vieillards. D'après les militaires, sur les 500 000 liquidateurs de Tchernobyl, 20 000 sont déjà morts et 200 000 sont officiellement invalides. Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre, ni de quelle maladie tu vas mourir. Tu ne sais pas quelles seront les conséquences sur ta descendance si jamais tu as des enfants. Nous sommes conscients de tout cela, et nous savons que l'ennemi invisible nous ronge de l'intérieur comme un ver. Pour nous, la guerre continue, et nous partons tous peu à peu dans l'autre monde. Pourtant, pendant 20 ans, seuls 56 décès vont être officiellement attribués à la catastrophe de Tchernobyl. Pendant 2 décennies, pas une étude ne sera publiée sur les 130 000 réfugiés de la zone. Pas la moindre statistique officielle sur l'état de santé des 500 000 liquidateurs. Aucun chiffre à propos des populations qui continuent à vivre autour de Tchernobyl et dans des zones contaminées. La véritable quantité de radiation qu'ils ont absorbée ne leur a jamais été communiquée. 6-0, да? Це вже підвищується. Вчора була 5 і 7, а сьогодні вже 6-0. Степені підвищується, одинаково може бути. Да? Плюс-мінус. Плюс-мінус. Це не таке страшне. Слухайте, до скількох страшне? До скількох? Ну, кажіть правду. До скількох страшне? До скількох? До 20. Cette dissimulation systématique des véritables conséquences de Tchernobyl, une députée du Soviet suprême la découvre dès 1991, au moment de l'éclatement de l'Empire soviétique. Profitant de l'anarchie dans laquelle le pays est plongé, elle parvient à se procurer une copie de documents top secrets. 600 pages de rapport au comité central, rédigés au fur et à mesure du déroulement de la bataille de Tchernobyl. En lisant ces documents, j'ai découvert que tout s'était passé autrement. J'ai compris à quel point le mensonge des chefs du parti était énorme. L'arrêt numéro 12 dit que le 12 mai 1986, 10 198 personnes étaient hospitalisées. 345 avaient la maladie des rayons. Et en même temps, on nous disait que tout allait bien, qu'il n'y avait rien de grave, que les enfants n'étaient pas malades. Et je me suis alors rendu compte de l'ampleur du mensonge. Dans un autre passage, elle découvre que les autorités ont arbitrairement modifié les normes, multipliant par 5 la dose de radiation considérée comme acceptable pour l'organisme. Quand ils ont augmenté la norme, les gens ont miraculeusement guéri. On les a renvoyés des hôpitaux et ils sont rentrés chez eux. C'était criminel. Cette tendance à la manipulation des chiffres est loin d'être le fait des seuls soviétiques. Fin août 1986, la première conférence internationale sur le bilan de Tchernobyl présidée par Hans Blix se tient à huis clos. Aucun journaliste ou observateur extérieur n'est admis dans l'hémicycle. La délégation russe est menée par l'académicien Legasov, l'homme qui avait dirigé la commission gouvernementale durant toute la bataille de Tchernobyl. Quand nous l'avons chargé de ce rapport à l'AIEA, nous lui avons donné l'obligation de rapporter tout. Et il a fait un compte-rendu très détaillé, qui les a tous mis dans un état de choc. Legasov va parler pendant 3 heures. Son rapport conclut que dans les décennies à venir,
Il faut s'attendre à environ 40 000 décès dus à des cancers provoqués par Tchernobyl. Les pays occidentaux rejettent catégoriquement cette estimation. Elle donne alors lieu à une véritable négociation Est-Ouest. Ces chiffres ont été réduits à la baisse depuis. Ils étaient basés sur des calculs théoriques utilisant Hiroshima comme modèle. D'après ce modèle, pour un certain taux de radioactivité, les effets à long terme provoquent un certain nombre de morts. Si l'on augmente ce taux, alors le nombre de morts augmente. Je ne pense pas que cela soit exact. Ce n'est pas empirique. Là encore, les chiffres sont étonnamment flexibles. À l'issue de la conférence, on ne parle plus de 40 000, mais de 4 000 morts probables. Ce chiffre est devenu en 2005 le bilan officiel de la catastrophe. Les plus virulents opposants à la politique de transparence des Soviétiques étaient alors les Français, qui sont allés jusqu'à nier le passage du nuage radioactif au-dessus du pays, soi-disant protégés par des vents contraires. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France? Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là. Les vents tournent dans le sens inverse d'une montre. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. C'est sans aucun danger pour la santé publique. 20 ans plus tard, la France découvre sur son territoire, en particulier en Corse, la présence de malades atteints de cancer de la thyroïde, d'une nature comparable à ceux des régions proches de Tchernobyl. Le plus dangereux isotope sorti du réacteur de Tchernobyl n'est ni le césium, ni le plutonium, mais le mensonge. Le mensonge 86, comme je l'appelle. Un mensonge qui s'est propagé comme la radioactivité dans notre pays et dans le monde entier. Le 27 avril 1988, jour du 2e anniversaire de la catastrophe, l'académicien Legasov, qui a tant fait pour que toute la vérité soit connue, décide de mettre fin à ses jours. À l'image des conséquences de ce mensonge institutionnalisé, les particules radioactives projetées lors de l'explosion du réacteur continuent aujourd'hui encore d'empoisonner les terres. « 20 ans après la catastrophe, la zone de Tchernobyl reste inhabitable. En 5 ans, les radionucléides s'enfoncent de 5 cm dans les terres contaminées. 20 ans plus tard, ils se trouvent donc à 20 cm sous terre. Ils continuent à contaminer toutes les plantes qui y poussent. Pour nettoyer, il faudrait enlever une couche de terre sur 20 cm et tout enterrer dans des tombes. C'est un trop gros travail. 8 millions de personnes vivent aujourd'hui sur des territoires contaminés en Ukraine, en Russie et surtout en Biélorussie. Depuis 20 ans, en se nourrissant des aliments irradiés que ces terres produisent, ils sont exposés à une contamination lente et progressive. Un problème soulevé dès 1986 par les Soviétiques à la conférence de Vienne, mais volontairement ignoré depuis. Pourtant, 1152 enfants ont été opérés de cancer de la thyroïde entre 1986 et 2002, au centre spécialisé de Minsk. Et combien dans les autres villes? Aucune statistique globale n'a encore été rendue publique. Un médecin, Yuri Bondachevsky, étudie depuis la catastrophe les maladies des populations des zones contaminées. Lorsqu'il publie ses découvertes en 1996, il est arrêté. Officiellement condamné pour corruption, il passera 5 ans en prison. En novembre 2005, il est toujours en résidence surveillée. Pour étayer ses résultats, il expérimente sur des hamsters les conséquences d'une contamination. Regardez ce qui se passe lorsque la mère a été contaminée au césium pendant la grossesse. Dans une seule portée, regardez combien de monstres. Des becs de lièvre, des yeux absents, des crânes déformés. Ces embryons sont issus de hamsters nourris uniquement à l'herbe contaminée de la région de Gomel. Résultat,
des portées entières de monstres. J'ai été horrifié par la quantité d'embryons monstrueux qui se sont formés chez les animaux qui mangeaient des produits contaminés par le césium. J'ai obtenu une quantité horrible de monstres en 2 semaines. D'habitude, quand on trouve un monstre, on le décrit. Vous connaissez sûrement le musée de Kunstkamera de Pierre Legrand à Saint-Pétersbourg. Pour être franc et direct, je vous dirais que je peux moi-même créer autant de monstres que je veux. Il n'existe aucune étude officielle sur les mutations génétiques de Tchernobyl. Il y en a pourtant des centaines. Et ce malgré les milliers de fausses couches et d'avortements pratiqués pendant les mois qui ont suivi la catastrophe. On constate chez ces enfants des malformations comparables à celles des hamsters de Bandajevski. En Biélorussie, 300 000 enfants souffrent aujourd'hui des conséquences de la contamination. Des organisations non gouvernementales comme la Croix Verte Internationale, fondée par Gorbatchev après sa mise à l'écart du pouvoir en 1991, ouvrent en Ukraine et en Biélorussie des centres de traitement et d'entraide pour les victimes de Tchernobyl. Elles organisent aussi des camps thérapeutiques destinés à apprendre aux nouvelles générations d'habitants des zones contaminées à vivre avec la radioactivité, comme ici, à tester la contamination de leurs aliments. Combien de temps cela va-t-il encore durer? 800 ans? Combien de temps faudra-t-il encore attendre? Oui, Tchernobyl a joué un rôle important pour nous tous. Et bien sûr, il faut chercher et ne pas lésiner sur les moyens. Il faut renforcer la coopération et permettre l'existence de centres scientifiques internationaux pour trouver de nouvelles sources d'énergie. C'est la question essentielle. Je ne souhaite à personne, ni à mes amis, ni à mes ennemis, de vivre une telle tragédie. Personne ne mérite de vivre ce que nous avons vécu à Tchernobyl. Nous sommes tous des humains, et personne ne mérite cela. Au cœur de la zone, à 10 km de la centrale nucléaire, cachée dans la forêt, Tchernobyl 2. Il y a 20 ans, personne ne pouvait approcher de ce gigantesque radar militaire. L'œil caché de Moscou destiné à détecter les missiles américains. Sa mise hors service suite à l'explosion du réacteur est un symbole de l'avertissement que certains ont su entendre dans l'accident de Tchernobyl. Utiliser des armes est une chose terrible, et pire encore les armes nucléaires. Tchernobyl est un accident d'un seul et unique réacteur, et donc un accident limité, mais dont les conséquences durent toujours. Nous avons eu 2 bombes, Hiroshima et Nagasaki. Là aussi, les conséquences se font ressentir jusqu'à nos jours. Tchernobyl nous a montré la véritable nature de l'énergie nucléaire entre les mains de l'homme. Nous avons calculé que notre plus puissant missile, le SS-18, que les Américains craignaient le plus avec ses têtes autonomes, qu'un seul de ces missiles était aussi puissant que 100 Tchernobyl. Et nous en avions 2700. Et ce sont ces missiles que nous destinions aux Américains. 2700. Imaginez les dégâts. Monsieur Gorbatchev avait probablement raison de dire que Tchernobyl était une illustration de ce que peut être la propagation de la radioactivité. Dans ce sens, Tchernobyl a montré à tous que nous devions renoncer aux armes nucléaires. 1 an et demi après Tchernobyl, Gorbatchev retire d'Europe toutes les fusées nucléaires soviétiques à portée comprise entre 500 et 5000 km. 10 ans plus tard, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires est ratifié par le monde entier sauf l'Inde. La catastrophe de Tchernobyl a entraîné le début du désarmement des plus grands combattants de la planète. Une grande première dans l'histoire de l'homme. Tchernobyl a convaincu le monde. Les soviétiques comme les Américains ont compris davantage encore les volcans atomiques sur lesquels nos pays étaient assis.
Pas seulement nos deux pays, mais le monde entier. Le monde entier. Aujourd'hui, la catastrophe de Tchernobyl et ses leçons semblent pourtant s'effacer peu à peu des mémoires. Depuis 2001, les 3 réacteurs de Tchernobyl sont définitivement arrêtés. Pourtant, 20 ans après l'explosion, une forte radioactivité de 100 fois le fond habituel contamine toujours les alentours de la centrale. Sous le sarcophage du réacteur numéro 4, le poison est resté virulent. La pluie et l'érosion ont fragilisé l'édifice. Depuis sa construction, 3000 liquidateurs sont affectés à sa surveillance et tentent de lutter contre sa dégradation. On a fabriqué ce sarcophage pour 30 ans, dans l'idée que 30 ans après l'explosion, on pourrait fabriquer un nouveau sarcophage sans être obligé de courir à cause de la forte radioactivité. 20 ans sont passés, rien n'a encore été fait et il faut le remplacer d'urgence. Mais l'Ukraine n'a plus d'argent, nous non plus. Un nouveau sarcophage est en route, mais sa construction a déjà 10 ans de retard. Une bâtisse de 108 mètres de haut destinée à totalement recouvrir le premier sarcophage. Coût de l'opération, $1 milliard. Une collecte internationale de fonds dirigée par Hans Blix a été lancée. Nous avons toujours à construire le nouveau sarcophage. Cela sera fait dans 2 ans. Une fois réalisé, nous pourrons ensuite extraire les quantités de combustible nucléaire fondu qui se trouvent toujours en dessous. Car 20 ans après l'explosion, à 14 mètres sous terre, le magma refroidi au cœur du réacteur reste menaçant. Et pour longtemps encore, un terrible héritage pour les générations à venir. Plaise à Dieu que le sarcophage ne s'effondre jamais, car à l'intérieur se trouve encore 100 kg de plutonium. La dose mortelle pour un homme est de 1 microgramme. Voilà pourquoi il y en aurait assez pour intoxiquer 100 millions de personnes. La demi-vie du plutonium, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle la moitié du plutonium aura disparu, est de 245 000 ans. C'est donc une particule que l'on peut considérer comme éternelle. Il y a des régions où la vie ne reviendra jamais. Aujourd'hui, malgré cette catastrophe, la dynamique de désarmement nucléaire issue de Tchernobyl semble pourtant bien remise en cause. Quant au domaine civil, si le développement du nucléaire est envisagé comme une solution au problème des énergies fossiles et du réchauffement de la planète, ce paysage nous rappelle que cette option impose la plus grande prudence et une information claire sur les risques réellement encourus. Tchernobyl ne nous laissera jamais oublier que si nous choisissons de vivre avec l'atome et ses incontournables dangers, nous devons aussi épargner aux générations futures tout risque d'une apocalypse nucléaire. Спокойно, дружище, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольный беда ковыряет груди, не путает конец и кончину, рассветы, как прежде, звенят. Кручина твоя, не кручина, а только ступень для тебя. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам не весело петь. Еще предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, чтоб жить